Suivi, très bonne journée à notre écoute. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et dans un instant, nous recevrons Julia Vignali, enfin vous recevrez Julia Vignali pour une nouvelle émission ce soir sur France 2. Tout le monde joue avec la mémoire et puis Julia Vignali évidemment, c'est tous les jours dans Affaires conclues, elle cartonne, 16h15 sur France 2. Et puis à 10h30, on va parler de Donald Trump avec Anne Toulouse. Elle vient de publier L'art de Trumper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde. Et oui, il est question de communication, il est question de médias. C'est une vraie spécialiste, troisième livre sur Trump. Elle a une passion, elle suit énormément Trump. Elle a été correspondante aux États-Unis pour RFI, elle a écrit de nombreux livres et elle s'intéresse à lui depuis près d'une dizaine d'années. Donc elle connaît bien, elle a bien étudié sa manière de communiquer et c'est ça qui est intéressant. Et puis surtout les répercussions en France et la manière dont les hommes politiques aujourd'hui communique de la même manière que lui. On va en parler dans un instant avec elle et Julia Vignali tout juste avant. Et tout de suite, elle est en prime pour la première fois. Ouais. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, le monde entier va venir à Paris pour les Jeux Olympiques et ils vont pouvoir l'admirer. De quoi je parle? Dans le ciel de Paris. Je sais pas. En fait, tous les échafaudages autour de la flèche de Notre-Dame ont été enlevés et désormais, vous pouvez voir tout le haut de Notre-Dame à l'air libre et les touristes sont ravis. Les Parisiens et les touristes peuvent de nouveau l'admirer, la photographier, la revoir enfin 5 ans après. La flèche de Notre-Dame entièrement refaite. L'échafaudage est démonté palier par palier. Pour la première fois depuis l'incendie, le sommet de l'aiguille surmonté d'un coq apparaît. Je connais bien cette cathédrale et j'adore. Nous, on vient régulièrement voir où on en est parce que ça nous touche beaucoup. Je suis impressionné par la vitesse à laquelle ça descend. Alors allez voir les images, c'est impressionnant de revoir Notre-Dame, c'est émouvant. Vous imaginez l'incendie, c'était il y a 5 ans, Valérie. C'est incroyable. Puis effectivement, personne ne croyait qu'on arriverait à la reconstruire. C'était il y a 5 ans. Faut-il être papa ou maman pour être un bon ministre après les propos polémiques il y a quelques semaines de Guillaume Pelletier? Hier soir, Marion Maréchal était dans C'est à vous et elle a été interrogée à ce sujet, bien évidemment. J'ai été élue à 22 ans, je n'avais pas d'enfant. Je vous le dis très sincèrement, aujourd'hui j'en ai 34, j'ai 2 enfants. Je considère que je suis plus armée et à certains égards plus légitime pour parler de certains problèmes. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant évidemment qu'on n'est pas légitime, c'est pas parce qu'on n'a pas telle expérience qu'on n'est pas forcément légitime et qu'on n'en parle pas bien. Je dis juste que c'est un plus et il me semble, d'ailleurs quand vous regardez le passage intégral de Guillaume, il le précise, je ne dis pas que c'est un moins, je dis simplement que c'est un plus. Moi je vous cache pas que je ne comprends pas l'hystérique qu'a suscité cette déclaration. C'est la mode de ne pas avoir d'enfant, cette expression. Et oui, c'est vrai que c'est devenu à la mode de ne pas avoir d'enfant, il a raison. Vous en fichez. Non, je m'en fiche pas, j'étais en train de réfléchir à la manière dont ça avait été dit. C'est pas ça dont il parle, c'est pas la mode de ne pas avoir d'enfant. Enfin bref, bon, pas grave. Alors lui, je sais pas si vous avez regardé hier soir, mais lui, si discret, si pudique, a dû se sentir, je ne sais pas, à l'aise dans l'appart de Canal+, et de la voix douce de Nathalie Lévy. Et hier, Jean Reno s'est confié, mais alors, comme jamais, sur ses rapports avec ses enfants, leur éducation. Et vous allez voir, avec l'homme de 75 ans, vous avez plein de points communs sur l'éducation. Écoutez. Alors, qu'est-ce que je transmets? Manger ensemble, ça c'est hyper important. Il faut manger ensemble, et comme ça on discute de qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'étais en maths? Ouais, je sais que t'aimes pas les maths. Moi j'étais pas bon en maths. J'étais pas bon. Sois honnête, ne dis pas de mensonges. Ah oui, tu vas pas mentir. Comme votre papa avec vous. Ça c'est direct, ah oui. Ça, alors quelquefois, Dean, le dernier, il cache son téléphone parce qu'il est en train de jouer. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, rien, j'étais là, il fait comme ça. Il dit, pourquoi tu mens? Je sais que tu es en train de jouer sur le téléphone, tu me le dis, on en parle, mais ne me mens pas pour l'amour du ciel. C'est pas possible. Ou pour la sexualité, je me souviens, je faisais caoutchouc, protégez-vous, caoutchouc. Il faut pas avoir peur des mots, parce que eux, déjà avec leurs potes et avec leurs écrans, ils ont déjà tous les mots qui circulent. Alors on se connaît bien, moi je sais que le mensonge c'est un truc qui vous horripile et que vous avez un radar pour ça, vous savez très bien quand on vous ment. Mais c'est surtout que les menteurs on les détecte assez vite.
Donc, voilà. Non, mais c'est vrai. Donc ça m'a fait penser à vous d'entendre Jean Reno. C'est rare de le voir avoir des confidences comme ça. Si les échafaudages ont disparu de Notre-Dame, d'autres apparaissent. Je sais pas, vous avez vu sur les ponts de Paris, ils commencent à avoir des échafaudages pour les retransmissions télé des Jeux Olympiques. Non, on voit la ville qui commence à se transformer. J'évite d'aller dans Paris pour tout vous dire. Oh, comme vous êtes. Mais non. Pourquoi ? Parce qu'on peut pas circuler. Parce qu'on peut pas circuler, parce que c'est sale, parce que voilà. Eh bien, en tout cas, vous verrez, il commence à avoir des échafaudages, des choses pour les Jeux Olympiques. Et puis ce week-end a été inauguré l'Adidas Arena près de la porte de la Chapelle, pour ceux qui connaissent Paris. Petite visite dans le Trésor de France 2. C'est un immense cocon de 9000 places. Une arène où se dérouleront les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique pendant les JO et qui peut se transformer en salle de concert. Juste à côté, 2 gymnases pour les écoles du quartier. Le club du Paris Basket commence à s'y sentir à domicile. Après les JO, l'Arena doit aussi devenir un lieu de rencontre. Il y a ce lieu de vie qui sera ouvert tous les jours, dans lequel vous aurez des animations, un espace événementiel, des espaces de restauration. Et on va pouvoir être ce lieu de destination pour les jeunes, les étudiants, les familles du quartier. Dans la grande salle, tous les sièges sont en plastique recyclé. L'Arena, qui est sortie de terre en à peine 2 ans et demi, se veut respectueuse de l'environnement, climatisée et chauffée par la géothermie et des panneaux solaires sur le toit. Voilà. Paris est en train vraiment de se transformer pour les JO petit à petit. Et il ne faut pas partir, hein. Diane Hidalgo, ce serait une connerie de partir. Voilà. Une somme astronomique, Valérie, 600 millions de dollars. C'est ce qu'a payé Sony, non pas à la famille Jackson, où j'ai lu beaucoup de choses, mais en fait au Trust Jackson, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'argent. Mais qui gère l'argent ? C'est le Trust Jackson qui appartient à l'avocat Jackson qui s'appelle John Bronca, et c'est lui qui a vendu les droits, sachant qu'il n'y aura que la mère de Michael Jackson qui touchera les 40% de la somme. C'est pas les enfants. Les enfants, c'est à 45 ans. Ils ne touchent rien jusqu'à 45 ans. C'est ce qui est dans le testament. Vous voyez, je suis spécialiste je sais que vous êtes spécialiste, de Jackson. Et donc, c'est 50% de son catalogue qui a été racheté. Et d'ailleurs, Catherine Jackson ne voulait pas vendre cette partie de catalogue, mais Bronca, c'est lui qui a la main et qui a vendu ça. Et du coup, déjà à l'époque, Michael Jackson, en 1995, dans une chanson très peu connue, parlait de ses rapports avec l'argent et de gens qui en voulaient à son argent. Ça, oui. Non, ça rapporte un fric dingue, hein, Michael Jackson, encore aujourd'hui. J'ai lu ça, je cherchais l'article. Et vous imaginez j'ai vu passer que quand il est mort, on a dit qu'il était mort parce qu'il était ruiné, qu'il n'avait plus d'argent, qu'il avait tellement de dettes. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a jamais voulu vendre ce catalogue. Ouais. Il n'a jamais voulu entendre raison, même quand Branca lui disait « Vends ton catalogue et tout ira bien ». Il a préféré vendre Neverland et vendre les choses plutôt que son catalogue. Et donc cette transaction, selon Billboard, donc qui est un magazine américain, valoriserait le catalogue de l'artiste le plus titré de tous les temps entre 1,2 milliard et 1,5 milliard de dollars. Hein, du jamais vu dans le monde de la musique. Dans son catalogue, il n'y a pas que ses chansons. Non, bien sûr. Il y a Jerry Lee Lewis, il y a Ray Charles, il y a plein de choses. On fera une émission spéciale si vous voulez. Et du coup, je vous ai ressorti, parce qu'il n'y a pas eu d'extrait musical, une chanson que très peu de gens connaissent. Je voulais vous la faire découvrir. Elle s'appelle Monnaie, Argent, et il parlait des rapports avec l'argent. Michael Jackson. Voilà. Et dans un instant, on va se retrouver avec Julia Vignali. Enfin, vous allez vous retrouver avec Julia Vignali. Vous l'avez interrogée. Vous n'êtes pas enregistré découvrir une chanson de Michael Jackson? Non, je trouve que ça ressemble à une autre chanson. Oui, mais elle date de 95. On a l'impression qu'elle date de notre époque. Oui, c'est vrai. Elle est assez étonnante. Allez, dans un instant, Julia Vignali. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8. Moi, je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant, je peux vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence. Sud Radio, parlons vrai. 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Et tout de suite, Julia Vignali pour une nouvelle émission. Tout le monde joue avec la mémoire sur France 2 à 21h10. Vous l'avez interviewée, Gilles, parce qu'elle avait un agenda très compliqué et que je n'étais pas là. Donc c'est vous qui allez faire cette interview de Julia Vignali. Puis première fois qu'on la reçoit depuis qu'elle a repris Affaires conclues. On l'a fait il y a 10 jours. Sud Radio Média,
L'invité du jour. L'invité du jour est Julia Vignali. Alors Julia, dans 5-6 heures, vous allez avoir une publicité et puis après une bande-annonce. Et là, on vous dira, c'est à vous. Ça vous fait peur, le grand saut dans le direct? Ce soir, vous serez en direct sur France 2. Je vais entendre, bonjour à tous, 3, 2, 1... Et là, tout le monde va se taire et ça va être à mon tour. Eh ben, j'ai hâte. Vous savez quoi? J'ai hâte. J'ai peur, mais j'ai hâte. C'est vrai, c'est la première fois qu'on vous confie un grand direct. Ben oui, c'est pour ça que j'ai peur. Mais j'ai peur, enfin quand je vous dis j'ai peur, je dis que j'ai peur, mais en fait je suis très excitée. C'est un challenge et je remercie d'ailleurs Nagui et ses équipes de me faire confiance pour Tout le monde joue avec la mémoire. C'est effectivement mon premier prime en direct sur une émission qui a déjà existé. Et donc je prends le relais de Nagui et ça n'est pas rien, je mesure la charge qui m'incombe. Est-ce que vous vous dites que demain matin vous allez lire les choses sur Twitter ou pas du tout, ça vous touche pas? Alors pour tout vous dire, demain matin je serai dans un avion. J'avais le choix entre prendre l'avion à 9h du matin ou 10h du matin. 9h03 les audiences tombent, alors j'avais le choix. Soit je sais pas, je coupe tout et puis on verra quand j'arrive. Et en fait j'ai décidé de prendre l'avion à 10h pour effectivement regarder les audiences et ne pas être en déni de ce qui pourrait arriver. Et j'espère qu'elles vont être bonnes. Qu'est-ce qui nous attend ce soir? Alors ce qui vous attend ce soir, c'est une soirée très divertissante. On va jouer avec la mémoire, tout le monde va jouer avec la mémoire, mais l'idée c'est que c'est vraiment un programme familial. On est en plein pendant les vacances scolaires, donc notre objectif avec les équipes de Nagui, avec Fabien Olicard qui sera à mes côtés, c'est vraiment de vous proposer un programme familial. Je vous imagine tous sur le canapé avec l'application et votre téléphone portable à la main. Ce qui est original, et c'est pour ça que vous êtes en direct, c'est que tout le monde ce soir va pouvoir télécharger une application et jouer en simultané. Exactement. En même temps que les invités du plateau. C'est tout l'intérêt de faire ce direct, parce qu'effectivement des jeux à la télévision il y en a beaucoup, mais celui-ci et ce format en particulier est génial pour ça. Tout le monde joue, ça porte bien son nom, tout le monde joue, les gens qui seront dans le public ce soir, mais vous qui allez regarder la télévision au même moment que nous, vous allez pouvoir jouer, répondre aux questions et participer au grand quiz et aux dizaines et dizaines de questions qui vont vous être posées sur la mémoire. Et vous allez donner en temps réel les réponses des téléspectateurs? On aura un retour, vous pourrez les appeler ou Je prendrai des téléspectateurs en ligne, il y aura de l'argent à gagner aussi, donc il y aura des jeux concours tout au long de l'émission, et l'idée c'est vraiment qu'il y ait une interactivité pendant tout le direct. Vous serez, notre objectif c'est que vous soyez avec nous sur ce plateau, même si vous n'y êtes pas réellement. Pourquoi Nagui vous a choisi? Ah, c'est à lui qu'il faut demander ça. Moi, je ne suis que flattée. J'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Dans ces cas-là, quand vous avez une bonne nouvelle, faut pas chercher à comprendre. Mais la mémoire, c'est pas votre truc. Oh, pas spécialement. Mais en même temps, non, je suis pas du tout hypermnésique, comme tous ces gens qui se souviennent de tout. Je fais pas partie de ces gens-là et je crois que j'ai de la chance parce qu'il paraît que c'est très encombrant de se souvenir de tout. Moi, je me souviens, apparemment, je dois être une fille très affective et je me souviens de choses qui m'ont touchée la plupart du temps. Votre plus beau souvenir? Oh, mon plus beau souvenir, c'est Chantal Goya, quand j'avais 5 ans, au Palais des Congrès, après le mystérieux voyage de Marie-Rose, et j'ai fait la queue pour lui demander un autographe. Et j'ai poireauté pendant 2 heures, et puis quand je suis arrivée devant elle, elle m'a demandé « C'est pour qui? Comment tu t'appelles ?» J'ai marmonné un truc, et elle n'a pas dû comprendre ce que je lui ai dit, et donc elle m'a dit « Mais ça s'écrit avec un E ou avec un A à la fin ?» Et j'ai encore marmonné quelque chose parce que j'étais très impressionnée, et elle m'a signé un autographe, et je suis sortie, je l'ai montré à ma mère, et elle m'a dit tout ça pour ça, et en fait il y avait marqué « À ma tendre amie, jupe ». Voilà. Donc on était très très déçus dans la famille. Mais je me souviens de ça comme si c'était hier. C'était Starbucks avant l'heure. Mais voilà, exactement. Mais je me souviens de ça. Je vois Chantal, je la vois comme si c'était hier. Mais depuis je l'ai revue, j'ai eu la chance de l'interviewer dans l'émission Télématin et je lui ai rappelé cette anecdote et elle m'a signé son disque en mettant à ma tendre amie Julia. Donc tout est réparé. Et vous êtes toujours fan? Je serai toujours fan des gens dont j'ai été fan jeune. J'étais amoureuse du chanteur de U2, Bono. Je le serai à tout jamais. Je n'ai jamais interviewé. Je pense que je ne serai pas en capacité de le faire. Et puis des fois, on rencontre des gens qu'on aime et on est très déçus dans ce métier parfois des célébrités. Donc parfois, il faut mieux pas rencontrer des gens dont on est fan. Vous avez raison. Pour pas qu'ils descendent du piédestal ou de ce qu'on a vécu avec eux. Apparemment, c'est du vécu. Vous avez été déçu? Non, moi j'ai rencontré David Bowie. Et alors, il était comment? Il était extraordinaire. Ah bah voilà. Et donc je suis fan de David Bowie. Ouais, je comprends. Mais écoutez, j'ai pas été déçu. Et il a dit ça? Oui. Et en vous regardant dans les yeux? Oui.
Je comprends. Je comprends votre émotion. Mais j'avais très peur d'être déçu ou de quelqu'un de pas très bien ou autre. Il y a des stars qui vous ont déçu? Non, j'étais en train d'y réfléchir. Non, pas du tout. J'ai eu la chance, par exemple, d'interviewer pour Europe 1 Hugh Grant et j'ai adoré notre échange. Voilà, il était comme dans les films. Il était super. Et Fabien Olicard, il est comment? Il est super, Fabien. Donc vous allez co-animer avec Fabien. Enfin, Fabien va être le référent pour ça sera donner notre les clés, expert. c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a surpris? Est-ce qu'il vous a testé ou donné des trucs sur la mémoire? Oui, il a commencé à le faire. Alors, tout va vraiment se passer en direct. Il va nous donner les astuces. C'est son boulot ce soir. C'est vraiment de nous aider à nous souvenir, de nous donner des tips, comme on dit, des astuces pour ne pas oublier les choses. Mais d'ores et déjà, je lui ai dit, comment tu fais pour te souvenir parfois du prénom de la jeune fille là qui t'a maquillée là et que tu vas pas revoir probablement. Comment tu te souviens de son prénom? Et bien, il me dit par exemple Pauline. Eh bien, je trouve qu'elle a une jolie peau. Donc voilà, Pauline. C'est bête, c'est complètement. Incroyable. Mais voilà, déjà il me dit des petits trucs comme ça. Mais moi, j'ai besoin d'avoir une bonne mémoire et je suis pas. J'ai à la fois une mémoire d'éléphant et une mémoire de poisson rouge parce que dans Affaires conclues, je reçois par jour 25 personnes. Donc ça veut dire qu'il faut que je me souvienne des 25 prénoms, des 25 histoires qui vont avec. Et en même temps, ces histoires, il faut que je les oublie parce que le lendemain, il y a 25 autres personnes. Mais la mémoire, ça peut être à l'inverse. Est-ce que vous êtes rancunière? Oui. Est-ce que vous vous souvenez des choses qu'on vous fait Ah bon? Vous vous souvenez du mal qu'on vous fait? Je m'en souviens pas précisément, mais j'ai une émotion négative autour de, par exemple, si effectivement quelqu'un m'a fait une crasse, je m'en souviens pas précisément, je suis pas omnubilée dans les détails parce qu'on m'a fait. Mais par contre, je peux avoir des souvenirs très négatifs liés à des gens, et ça, je m'en souviens et c'est très prégnant. Je suis une émotive. Donc je me souviens de Chantal Goya, mais je me souviens aussi des gens qui n'ont pas été sympas. Et alors, vous avez réussi un autre pari, donc on verra ce soir si le prime vous réussit. Vous avez réussi un autre pari, celui de succéder à Sophie Davant, et ça aussi, sacré pari quand même. Oui, c'est pas une mince affaire, vous avez raison. C'est un monument de la télévision française. Et un programme au top. Avec un affectif des gens sur ce programme. Oui, mais alors ça, justement, ça c'est ma chance. C'est que succéder à Sophie Davant, ça n'a pas été simple parce que c'est Sophie Davant. Enfin voilà, il n'y a rien à dire de plus que ça. C'est un monument et c'est pas évident de passer derrière Sophie. C'est évident, ça. Je m'en suis rendu compte. J'y suis parvenue. Le public est resté fidèle et ça c'est formidable. Vous avez même augmenté les parts de marché quand on les regarde d'Affaires conclues. Et donc je m'en réjouis. Ça veut dire que non seulement j'ai relevé le défi, mais que oui. Effectivement, les gens adhèrent à cette nouvelle personnalité du programme. Donc, franchement, je savoure mon bonheur. Mais le fait que l'émission soit très... marché avant moi, disons. Que la marque soit forte. Que la marque soit forte, franchement, c'est une chance. Soit déjà installée, en fait. Et que les équipes bossent dedans depuis 7 ans. Donc moi, en fait, je n'ai eu qu'à me mettre dans la place avec ma personnalité. Donc ce qui a marché, c'est ma personnalité qui a fonctionné avec l'émission. Mais en vrai, tout était fait pour m'accueillir et bien m'accueillir. C'était au cordeau, quoi. Et du coup, ça fait quoi d'être plus aimable avec les participants? Ça, c'est votre point de vue. Non, mais il y aura des gens qui préféreront toujours la façon dont Sophie Davant présentait. Moi, peut-être que ma particularité, disons, c'est que je suis très proche des gens. Voilà, je suis très curieuse des gens. J'aime bien les toucher, même j'aime bien les embrasser. Je les aime, moi, les gens. Est-ce que vous avez appris à faire la différence entre un vrai bronze, bien sûr. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous a marqué? J'étais au Puce, vous savez quoi? J'étais au Puce le week-end dernier. Alors vous allez me dire, mais dis donc, elle fait ça toute la semaine. Mais oui, j'étais au Puce. Je suis allée voir ma copine Caroline Margeridon sur son stand au marché Biron. Très sympa d'ailleurs, je vous le recommande. Et j'aime ça et parce qu'en fait, j'ai découvert qu'à travers les objets, il y avait des gens qui ont participé. C'est-à-dire, derrière les objets, il y a les artisans. Et des histoires. Il y a des histoires. Il y a les artisans. Il y a les gens qui font les objets, qui les réparent, qui les restaurent donc, qui les revendent. Il y a toute une chaîne, en fait. C'est énorme, la chaîne de l'objet. Et je suis passionnée. Alors peut-être contre toute attente, parce que quand on m'a proposé le poste, je savais pas que j'allais être aussi emballée. Je suis passionnée par le métier qui est le mien, qui est devenu le mien. C'est-à-dire, Madame Objet, la femme objet, Madame Brocante, appelez-la comme vous voulez, mais de brasser de l'histoire toute la journurnée, ça me plaît énormément. La femme objet, c'est pas trop l'époque. Alors justement, je viens d'appeler ma société de production Femme Objet, et vous savez que Karine Le Marchand a une société de production qui s'appelle Potiche. Oui, quand on connaît Karine Le Marchand, on sait que c'est tout sauf une potiche, et quand on me connaît, on sait tous que je ne suis pas une femme objet. Donc femme au singulier, objet au pluriel.
pour justement prendre le contre-pied. Et je vous confirme que je ne suis pas une femme objet, mais je suis une femme qui aime les objets au pluriel. Et est-ce que ça vous est arrivé de racheter un objet à un des acheteurs qui avait acheté un objet et vous avez craqué dessus durant le tournage? J'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que, imaginez, il va vouloir me faire plaisir. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser sa marge. Non, il va pas me le donner. Enfin, s'il me le donne, j'aurais dû le faire. Enfin, non, mais j'ai pas le droit. J'ai pas. C'est pas le droit. C'est pas que je sais pas si j'ai pas le droit. En fait, je sais pas si c'est marqué quelque part, mais moi, je m'interdis de faire ça. Ils achètent un objet, je vais vous dire, je sais pas, 200 €, potentiellement dans leur boutique, ils vont le vendre le double. Si moi je vais le voir, ils vont peut-être me le donner à 200 ou 250. Donc ça veut dire que je vais réduire leur marge. C'est pas mes amis, ce sont mes collègues. Donc je veux pas qu'ils me fassent des fleurs. Qu'est-ce qui reste de Seconde Chance ou de Miss Météo sur Canal+? Beaucoup de bons souvenirs. Alors là, vous me parliez de mémoire, mais j'adore ça. Tout à l'heure, c'est marrant, j'étais en rendez-vous professionnel et j'ai ma bande démo de la matinale de Canal+, parce qu'à l'époque, on faisait une bande démo pour pouvoir trouver du travail ailleurs, et je regardais cette bande démo, parce que j'étais en rendez-vous, et on se marrait, et c'est que des bons souvenirs. Maïté Nabira, Canal+, moi... Seconde Chance? Seconde Chance. J'ai fêté l'anniversaire d'Isabelle Vitari le week-end dernier, qui est devenue une de mes meilleures amies. C'était une série est-ce que vous voyez des fois, elle est rediffusée sur TMC? Alors je peux pas parce que la nuit. C'est à 3 ou 4 heures du mat et je suis pas insomniaque, donc j'ai pas cette chance. Moi je vous ai revu l'autre nuit, ça m'a fait bizarre de vous voir. C'est bizarre. Et vous m'avez vu donc avec mon amie Isabelle Vitari, c'est grâce à cette série d'ailleurs. Vous étiez gentille, vous étiez pas trop bitch, parce qu'il y avait des bitch dans la série. J'étais bitch, vous rigolez ou quoi? Un peu. Alors, je suis pas tombée sur vous étiez sur un épisode mais sympa. j'étais débile. J'étais complètement et c'était ça qui était jouissif à interpréter. C'était génial de jouer la cruche, mais j'adore jouer la cruche, ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Ça vous manque pas de jouer la comédie et d'être comédienne? La télé, ça vous a empêché ça quand même finalement? Oui, mais apparemment, si je dois me fier à ma carrière, je suis plus demandée en tant qu'animatrice que comédienne. Alors, vous savez quoi ? Je fais confiance aux professionnels, peut-être que je suis meilleure animatrice que comédienne, donc je vais vers là où on Oui, mais votre plaisir à vous? Mon plaisir à moi, je crois qu'il est aussi grand. Il est aussi grand en tant qu'animatrice que comédienne. Donc vraiment, j'ai pas perdu au change. Et surtout, c'est tellement agréable d'être désirée. Je connais bien le milieu de la comédie. J'ai beaucoup d'amis comédiens et oui, quelques-uns. Et que ce soit des gens pour qui ça marche ou d'autres gens pour qui c'est plus difficile, il y a quand même un dénominateur commun, c'est d'être dans l'attente du désir de l'autre. Et franchement, c'est très compliqué. J'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que c'est dur de dépendre du désir de quelqu'un d'autre. En télé, c'est moins le cas, surtout quand on devient productrice. Qu'est-ce que ça fait quand vous regardez des émissions que vous avez animées, comme Le Meilleur Pâtissier ou Télématin? Vous avez de la nostalgie ou vous êtes passé à autre chose? Alors, je ne regarde pas les émissions que j'ai déjà animées. Bah oui, au même titre que qu'est-ce que je peux Non, je regarde pas les albums photos d'avant tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas dans la nostalgie. Vous n'avez pas de mémoire du passé? Non, pas beaucoup. Et vous avez raison, pas beaucoup, puisqu'on parlait de mémoire, pas énormément. Et puis j'aime bien aller de l'avant, moi. Donc je ne regarde pas mes anciennes émissions. Je regarde pas. Vous allez être ce soir en direct sur France 2 pour Tout le monde joue avec la mémoire. Et donc avant l'avion, on regardera demain matin, nous aussi, l'audience. Moi, je suis sûr que ça va être un succès. Je vous remercie pour vos encouragements. Je le souhaite et je vous invite vraiment à venir regarder l'émission. On a tout fait pour que ça vous plaise et je pense que vous allez passer un bon moment en famille. Voilà, c'était Julia Vignali, donc ce soir sur France 2 pour un grand direct. Tout le monde joue avec la mémoire. À signaler ce soir également le concert de Zao de Sagazan, la grande sur Olympia TV. Sur Olympia TV, la grande gagnante des victoires de la musique. Si vous voulez la découvrir et voir son concert, c'est sur Olympia TV. Puis elle va faire face à Koh-Lanta. Absolument, retour de Koh-Lanta. Dans un instant, on va parler de Donald Trump avec Anne Toulouse, l'art de tromper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde. C'est aux éditions du Rocher. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média aujourd'hui avec Anne Toulouse. Bonjour Anne Toulouse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes une journaliste franco-américaine. Vous vivez aux États-Unis. Je vous avais reçu pour votre livre sur le wokisme qui était tout à fait passionnant. Et ce livre, L'art de tromper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde, qui paraît aux éditions du Rocher, est tout à fait passionnant et éclairant sur la personnalité de Donald Trump et surtout sur l'impact
qu'il a pu avoir en termes de communication. C'est pour ça qu'on vous reçoit dans l'émission Média. Comment il a désacralisé, c'est plutôt Twitter qui a désacralisé la politique, mais vous évoquez la manière de communiquer de Donald Trump qui a déteint, si je puis dire, sur l'ensemble du monde. Oui, elle a un gros avantage qui fait qu'à plusieurs niveaux on l'a copiée, c'est qu'elle marche. Puisque Donald Trump, contre toute attente, y compris la sienne, je pense, a été élu président des États-Unis, n'a pas accepté sa défaite et est prêt à récidiver. Alors les gens se sont dit qu'il y avait quand même quelque chose là-dedans, parce que c'est un grand homme de communication. Il a utilisé la communication bien avant d'entrer en politique, dans son passé d'homme d'affaires, et il a fait une sorte de méthode de conquête du pouvoir, d'abord dans les affaires, qui était dans un livre dont j'ai emprunté le titre, qui était L'Art du Deal. Et donc cet Art du Deal... Qui est son livre de chevet. C'est ça. Bah oui, forcément, c'est lui qui l'a écrit. Il dit que c'est le meilleur après la Bible. Et donc les autres dirigeants se sont dit, après l'élection de Trump, mais finalement il a inventé quelque chose, ça marche. Et il y a beaucoup d'élections qui se font dans la foulée, et notamment en France. Alors je ne dis pas du tout qu'Emmanuel Macron a emprunté le message de Trump d'une manière ou d'une autre, mais il a emprunté quelque chose de la méthode, c'est-à-dire qu'on se rend compte de l'importance énorme de l'image, des réseaux sociaux, du message. Et quand Trump lui-même arrive au pouvoir, on pensait qu'il allait peut-être devenir présidentiel, et on voit que c'est la présidence qui devient trumpienne, c'est-à-dire qu'il ne change pas de ton, qu'il part dans l'outrance, dans la petite phrase. Là, on voit aussi beaucoup de partis politiques. Alors, vous savez, les gens qui le copient de A jusqu'à Z, comme le président brésilien. Vous avez Boris Johnson qui s'inspire de son ton, par exemple, son ton extrêmement provocateur, quand Boris Johnson est obligé, sur un scandale, de quitter le Parlement britannique. Il part en disant « hasta la vista, baby », et vraiment d'une manière extrêmement désinvolte. Mais on voit en France aussi, par exemple, j'ai été frappée. Je suis venue en France au moment de la réforme des retraites, au moment des événements, des émeutes de juin dernier, et je vois dans le discours politique des choses qui sont absolument trumpiennes. Chez Mélenchon, la République c'est moi, ou du côté de l'extrême droite de la même manière. Oui, je me suis amusée, enfin si on peut dire, parce que je trouve ça plutôt triste comme méthode politique, à mettre en parallèle des déclarations de Jean-Luc Mélenchon et de Donald Trump. Et vraiment, ils ne se retrouvent pas évidemment sur le fond, mais sur le front, oui. En fait, dans leur manière, par exemple, d'insulter les médias. Où là, la France insoumise va encore plus loin que Donald Trump, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même des lois sur la diffamation qui sont un petit peu plus sévères. Sur le mépris qu'ils affichent pour les médias, sur l'oligarchie, ils ont le mépris des médias, mais ils s'en servent. Exactement. Et ils sont tout le temps dans les médias. C'est ça qui est un peu, et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est cette dichotomie entre je vous déteste, mais s'il vous plaît, venez me filmer. Oui, mais c'est exactement ça. Ils ont parfaitement compris. On en a un exemple, par exemple, avec Sandrine Rousseau, qu'une phrase, c'est une sorte de triangulation. C'est-à-dire, vous dites une phrase outrancière ou originale, ou enfin, je cite lâchez nos utérus. Vous auriez employé une formule beaucoup plus scientifique, personne n'en parlerait. Et là, il va y avoir immédiatement, la presse va complaisamment avoir des réactions outrances. Et après, vous recommentez en disant non, j'ai pas raison. Parce que c'est la presse qui leur donne ce système-là. C'est-à-dire, si la presse ne leur donnerait pas la parole, ou ne réagirait pas, ou n'en ferait pas des tonnes, des débats, as-tu raison de dire ça, doit-on garder son barbecue, ils sont tombés dans le piège. Écoutez, la presse c'est un business, c'est pas moi qui vais vous le dire le contraire. D'ailleurs, j'écris sur Donald Trump, je n'écris pas sur des personnages politiques extrêmement méritants et qui étudient bien leur dossier. Nous sommes tous dans ce système, et il y a le problème de la poule et l'œuf, qui m'a accompagné pendant tout le temps où j'ai écrit ce livre. Finalement, qui a commencé, en fait, est-ce que Donald Trump et ceux qui l'imitent sont le produit de leur époque? Ou est-ce que cette époque s'adapte aux mauvaises mœurs de ceux qui la dirigent? Et ce qui fait que je suis partie, par exemple, dans quelque chose que je n'avais jamais fait, mais enfin là, j'ai un peu ventilé, et c'est peut-être dû au fait que je suis d'une génération qui devrait me faire traiter peut-être d'un peu suranné par rapport aux mœurs actuelles, mais je m'énerve un peu sur les mauvaises mœurs de la société, puis j'essaie de voir, par exemple, comment ça se passait à l'époque de George Washington. Oui, et puis c'était pas tellement mieux, finalement.
finalement. Il y a toujours eu cette violence en politique. Et je trouve que Donald Trump a contaminé la politique sur deux niveaux qui sont vraiment, vraiment impardonnables. C'est d'abord la banalisation de la violence, de pouvoir inciter sournoisement à la violence, qu'on a vu en France également, et après dire moi je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Et la deuxième, qui est très grave, c'est la mise en cause des institutions. À partir du moment où on dit une élection est illégitime, ce qu'on voit alors dans une grande largeur aux États-Unis, mais qu'on a vu, par exemple, je cite certaines phrases, Jean-Luc Mélenchon qui dit Emmanuel Macron est trop mal élu pour gouverner. Non, on n'est pas trop mal élu. Comme on dit aux États-Unis, on n'est pas un peu mort, on n'est pas un peu enceinte, on est élu ou on l'est pas. Et donc, à partir de ce moment-là, la boîte de Pandore est ouverte. Vous avez peur au mois de novembre? C'est-à-dire qu'il n'acceptera jamais le comptage des votes. Est-ce que on va partir sur 1 mois ou 2 mois en disant mais je suis élu, ou ça a triché, ou ça va être, mauvais perdant. Vous parlez du syndrome du mauvais perdant. Ça va être horrible en novembre. Oui, alors j'espère que ça va pas être tout à fait horrible parce que c'est quand même mon 2e pays, mais je vois mal ces lendemains d'élection dans la mesure où effectivement, alors déjà on part du principe que ce sera Trump et Biden, et Dieu sait ce qui peut arriver au cours des 9 prochains mois. Mais il est certain que si Trump n'est pas élu, comme il l'a fait la première fois, il va contester l'élection. Il commence déjà à le faire. Il le faisait déjà avant 2016. Alors il a arrêté après. Il va y avoir aussi tout le problème des interférences possibles de la Russie. Et si Trump est élu, je ne vois pas une partie des démocrates l'accepter tranquillement, parce qu'on voit bien aussi ce qui se passe après 2016 et qui n'a pas la violence du lendemain de l'élection de 2020, mais on conteste immédiatement. Il n'est pas légitime. On dit qu'il n'est pas légitime avant même qu'il soit élu. Donc il y a toute une partie de la société américaine, et je crains qu'il y ait une contagion dans les autres pays, de dire non, écoutez, cette élection ne nous plaît pas, donc on va la contester. Est-ce que c'est un influenceur, Donald Trump? C'est l'influenceur en chef. Je l'appelle l'influenceur en chef. C'est pour ça que je vous pose la question, je l'ai lu dans votre livre, ça m'a fait sourire. À l'époque des influenceurs, et vous voyez qu'il y a des influenceurs, ça me sidère que quelqu'un puisse vous influencer pour acheter une paire de chaussures ou pour faire ceci ou cela, mais c'est vrai que c'est un trait de notre époque. Il l'a pas inventé, mais il l'a porté au sommet du pouvoir. Il y a un chapitre tout à fait passionnant. Un candidat sans Twitter, ou X désormais, est un candidat qui perd. Et vous racontez l'arrivée de Trump sur X. Il n'écrivait pas ses tweets. Et puis d'un seul coup, un jour, celui qui les écrivait a eu la surprise de voir un tweet de Donald Trump. L'a-t-il écrit lui-même? Parce qu'il y a beaucoup de petites d'anecdotes dans votre livre aussi. Quelquefois, j'ai trouvé. Alors, je suis partie d'une idée que j'avais en voyant ce qui se passait en France et puis dans le reste du monde. Et moi-même, en faisant des recherches, il m'arrivait de rire moi-même en trouvant des anecdotes auxquelles je n'aurais même pas pensé et qui sont extraordinaires, notamment sur la connaissance des hommes politiques et de l'histoire. C'est vrai que le sujet est très grave. Je trouve vraiment très grave. Mais en même temps, il y a toujours un côté dans la politique, un côté grand spectacle. Ce sont quand même les meilleurs metteurs en scène que j'ai jamais vus. Est-ce que Trump est fort parce qu'en face, on est faible? Je pense que Trump est le produit d'une époque. Il est arrivé à une époque de grande désillusion par rapport aux partis politiques, qu'on voit d'ailleurs dans le reste du monde, et qui fait que les partis politiques, même s'ils avaient une action tout à fait respectable sur le plan international, parce qu'on est quand même une période à quelques grandes exceptions près, mais disons parmi les pays de l'OCDE, une période de paix, une période de relative prospérité, mais en même temps un mépris pour certains sujets qui tiennent à cœur à la population. Notamment, ils n'ont pas résolu le problème de l'immigration, ils ont laissé filer le problème du vieillissement de la population, des retraites, des problèmes de la santé. Et en fait, les gens, ce qu'on appelle aux États-Unis, c'est les problèmes de pain, bread and butter, c'est le pain et le beurre. C'est ce qui intéresse les gens. Vous pouvez toujours leur parler de la politique internationale, de l'intelligence artificielle. En fait, ce qu'ils voient, c'est le prix des choses, ils veulent tous plus ou moins la même chose, c'est-à-dire une meilleure vie pour leurs enfants qu'eux-mêmes. Et ça, ils voient que c'est en train de leur filer entre les doigts et que les partis politiques leur disent, vous avez tort. On voit bien aux États-Unis, on dit l'économie est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Elle est extraordinaire. Sauf que moi, à la fin du mois, sauf que quand je vais au supermarché, ça me coûte plus cher que l'année précédente. Mais il n'y a que 4% de chômage.
Oui, mais en même temps, vous avez des gens qui sont obligés de faire d'avoir deux emplois pour joindre les deux bouts, parce qu'il y a de l'inflation, parce que les taux d'intérêt sont extrêmement élevés, comme en France, ce qui prive les gens de leur désir fondamental de posséder une maison. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a eu une déconnexion entre l'opinion publique et les partis politiques, où quand les gens n'étaient pas contents, on leur disait non, mais vous n'avez rien compris. Et là, ils se tournent vers des gens comme Donald Trump, qui n'a pas de conviction personnelle, mais qui moissonne les mécontentements de l'opinion publique et qui en fait finalement son fonds de commerce. Vous dites Trump, en fait, et c'est aussi ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est donner de fausses réponses à de vraies questions. Et c'est aussi... pas de moi, c'est de Laurent Fabius. Ah, c'est de Laurent Fabius, d'accord. Et le point commun, c'est aussi raconter parfois n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment le premier chapitre de votre livre est tout à fait intéressant sur Donald Trump. Ne pas oublier qu'il a été un patron de casino, une industrie où tout est fait pour conduire les clients au geste absurde de se séparer de leur argent, la plupart du temps en échange de rien. Et vous dites, il a importé cette stratégie des casinos, c'est-à-dire où tout est virtuel, en politique, où on a l'impression, quand on est à Las Vegas, on a l'impression qu'en fait, il fait jour tout le temps et que tout est possible. Et vous dites, en fait, il fait nuit tout le temps. Oui, il fait... non, quand vous êtes, je me souviens être allé avec les lumières, on a l'impression qu'on est dans une sorte que la nuit n'existe pas. Que la nuit n'existe pas. Et vous dites, effectivement, Trump dit, j'essaye toujours de dire la vérité quand je peux. Oui. Il peut pas souvent, hein, mais en même temps, ça s'est répandu, le mensonge en politique. Regardez, quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est la nouvelle industrie des fake news. Moi, je me souviens à l'époque où j'ai démarré dans le journalisme, si nous remonte un petit peu loin, on était censé ne pas vérifier ce que vous disiez. C'était vous qui étiez censé vérifier ce que vous disiez. Absolument. Mais maintenant, on peut dire n'importe quoi. Il va toujours y avoir quelqu'un qui va dire non, ça n'est pas vrai. Et on doute, y compris des fausses nouvelles. Mais ça, c'est parce que, en tout cas pour la France, Jacques Chirac et François Mitterrand ont été des fiefs menteurs quand même. Donc je vous laisse la responsabilité de vos propos. C'est prouvé sur plein de choses quand même. Non, mais la politique, c'était on fait des promesses et puis derrière on dirige. Donc c'était fait dans plus de douceur et sans moins de révolte. Mais si on analyse purement les choses, il y a eu aussi des mensonges de présidents américains et il y avait personne en effet. Il n'y avait pas de contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, il était au bar et au bar du restaurant on prenait 2 œufs. Et maintenant, on les met sur Twitter, en fait. Oui, alors il y a 2 sortes de mensonges. Évidemment que le mensonge fait partie de la politique, parce que, comme je le dis, à part Winston Churchill qui a promis de la sueur, du sang et des larmes, généralement, les promesses, comme disait, je crois que c'est Charles Pasqua, n'engagent que ceux qui les reçoivent. Donc, vous ne serez jamais élu en disant aux gens, vous allez en baver, ce qui va peut-être finir par là. Mais il y a aussi une forme de mensonge délibéré qui est de prendre des faits et de les tordre totalement et d'être en déconnexion totale avec la vérité et d'inventer un narratif où finalement la politique est sur le narratif et non plus sur les faits que tout le monde ignore. Parce que je suis toujours frappée de voir comment les gens ignorent absolument des faits fondamentaux. Par exemple, hier je participais à une émission sur l'OTAN. C'est quand même pas mal de rappeler la part des États-Unis dans le budget de l'OTAN et la part de la France. Et alors qu'on dit, mais comment de quel droit de quel droit, etc. Bon, non pas que je défende la sortie totalement exagérée de Donald Trump, mais il y a là-dedans un fond de vérité qui est bon à savoir. Et ce qui m'inquiète, c'est que je vois les gens s'intéressent... Mais un vrai bon mensonge, il y a toujours une partie de vérité. Un fond de vérité. Et il a peut-être compris ça, Trump.